un sujet l'OMC, une question, le cycle de négociation, le cycle de Doha. Pour en parler avec nous, Houssen Guimbar, économiste au CEPI. Alors, depuis la création de l'OMC, un seul cycle de négociation a été engagé, il est toujours en cours, c'est le cycle de Doha. Pouvez-vous nous parler des temps forts de ce cycle de Doha ? Alors, le cycle de Doha a commencé en 2001, mais il faut revenir en 1995, donc création de l'OMC. En 1996, première réunion de la conférence ministérielle à Singapour. L'OMC est jeune, on croit bon d'ajouter des nouveaux sujets, la concurrence, l'investissement, les marchés publics, la facilitation des échanges. On évalue les engagements pris dans l'Uruguay Round et on prend rendez-vous pour 2 ans plus tard. En 1999, à Seattle, on prévoit de lancer le cycle du millénaire. Et là, que se passe-t-il? Émergence de 2 acteurs que l'on n'avait pas vu venir. La société civile, d'une part, avec les ONG, les organisations non gouvernementales, et les pays en développement, d'autre part. L'imbrication de ces 2 acteurs, donc des pays en développement et des ONG, fait capoter la conférence de Seattle, et donc le cycle de négociation n'est pas lancé. 2 ans plus tard, nouvelle conférence ministérielle, Doha, au Qatar. On prévoit de lancer un nouveau cycle, cette fois-ci sous le sigle du développement. Donc rappelons-nous, nous sommes en 2001, 2 mois après les attentats du 11 septembre. On pense que le lien commerce et développement est intimement lié et on croit bon de le dire. Malheureusement, on comprendra très vite que l'on a eu tort pour la bonne raison que lorsque l'on crée beaucoup d'attentes, on crée aussi beaucoup de désillusions. Le cycle est lancé, finalement, donc il sera le programme de Doha pour le développement, et 2 ans plus tard, à Cancun, nouvel échec. Les pourparlers se concentrent sur la définition d'objectifs du cycle, mais aucun accord n'est trouvé. Crispation sur le dossier agricole, Nord-Sud toujours, mais également américain, européen, et à Cancun, l'émergence des pays en développement sur la scène du commerce international est effective. On a vu 4 pays africains parmi les plus pauvres du monde, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, lancer l'initiative Coton, grâce notamment au travail important des ONG, et mettre les États-Unis devant leurs propres contradictions, ou comment le pays le plus riche du monde, subventionnant 25 000 producteurs de coton avec 4 milliards de dollars, faisait baisser de 30% les cours de ce produit et affamer les pays les plus pauvres. En 2006, on essaye une tentative de la dernière chance. Malheureusement, cette dernière échoue et Pascal Lamy, directeur de l'OMC, décide de suspendre officiellement le cycle de Doha. On a déjà eu des gels de négociations durant l'Uruguay Round, durant 1 an, à cause d'un différend américain-européen. Le cycle, la négociation avait été gelée, mais jamais suspendue. Là, on est bien dans un cadre où le cycle de Doha est un échec. Alors pourquoi les négociations n'ont-elles pas abouti jusqu'à présent? Tout d'abord, il y a beaucoup de membres. Donc, plus on est nombreux, plus c'est difficile de s'entendre. Ensuite, il y a beaucoup de sujets. On a une vingtaine de sujets dans le cadre du cycle de Doha, donc c'est d'autant plus délicat de s'entendre sur une offre globale. Troisièmement, le dossier agricole symbolise un petit peu toute la crispation et toutes les tensions entre le nord et le sud, mais aussi entre les pays développés. L'agriculture est un secteur stratégique, culturellement, pour l'environnement, etc. Donc c'est d'autant plus délicat d'obtenir des concessions de la part des différents membres. Par ailleurs, les études quantitatives ont montré que les gains à attendre étaient faibles, positifs mais faibles, de l'ordre de 70 milliards de dollars en 2025, à comparer avec les 70 000 milliards de PIB au niveau mondial. On comprend très vite que c'est beaucoup d'efforts pour finalement pas grand-chose. Autre aspect, l'érosion des préférences. Certains acteurs du commerce d'aujourd'hui ont des accès privilégiés, notamment sur les marchés du Nord. Je pense par exemple au Maghreb, sur l'Union européenne, seraient fortement concurrencés par une ouverture approfondie des marchés européens vis-à-vis des grands émergents, comme la Chine ou comme l'Inde. Enfin, certains acteurs, les grands émergents, qui seraient les grands gagnants en cas de signature, seraient fortement impactés par certains points nouveaux, notamment les initiatives sectorielles portées par les États-Unis, qui consistent à réduire les droits de douane à 0 d'un certain nombre de secteurs parmi les plus importés au niveau mondial. L'Inde souffrirait énormément de ce type de proposition parce que c'est un pays très protectionniste
et aurait beaucoup d'efforts à fournir, et cela effacerait en grande partie les gains qu'elle aurait à gagner du reste de la proposition. Alors 20 ans après la création de l'OMC, quel bilan peut-on dresser? Alors un bilan d'une part positif par plusieurs aspects. L'accroissement du nombre de membres. Il n'y a plus aucun grand pays au monde qui n'est plus membre de l'OMC. L'année dernière, la Russie a accédé au statut de membre à part entière. Ensuite, c'est un cadre multilatéral structuré qui donne la parole aux pays les moins avancés. Et ça, c'est très important, notamment en termes d'équité. Enfin, l'organe de règlement des différends est un véritable succès. C'est ce qui différencie l'OMC du GATT et vraiment, les pays ne s'y sont pas trompés. Et depuis 1995, on a eu environ 500 plaintes, 500 plaintes destinées à régler des litiges commerciaux entre membres de l'OMC. Les points négatifs, eh bien, le principal point négatif de l'OMC, c'est l'échec, bien entendu, à conclure le cycle de Doha. Alors selon vous, quel avenir pour l'OMC? Une question que va devoir se poser l'OMC, c'est comment conclure un cycle de négociation. Le cycle de Doha est toujours en cours. Il est très difficile d'avoir une proposition satisfaisante pour l'ensemble de ses membres. La question à se poser, c'est est-ce que le consensus est toujours la bonne méthode? Est-ce que les près de 160 membres de l'OMC peuvent avoir le même poids dans les décisions? Mais l'OMC trouve aussi sa légitimité dans deux craintes probables à venir. Tout d'abord, la résurgence du protectionnisme. Donc, nous avons vu avec la crise récente que les pays étaient tentés de remonter leurs droits de douane, de protéger leurs frontières, protéger leurs travailleurs. L'OMC doit veiller à ce que la clause de la nation la plus favorisée soit respectée. Enfin, si le cycle n'arrive pas à trouver de conclusion, le commerce mondial y survivra, mais quid de l'OMC ?